Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire de Chine, le podcast de la Société d'Histoire des Français de Chine. Dans cet épisode, nous avons la joie de nous entretenir avec un ami de longue date de la Société, le professeur Jean-Luc Pinol. Alors, Jean-Luc, tu es historien, agrégé, spécialiste d'histoire urbaine. Ton chemin a croisé celui de la Chine il y a quelques années avec l'histoire du père jésuite Jacquinot que nous allons évoquer dans un instant. Dans cet épisode, Michel et moi, nous avons le privilège de nous entretenir avec toi à l'occasion de l'exposition intitulée Shanghai 1937, la zone Jacquinot, première zone de réfugiés de l'histoire. Cette exposition aura lieu au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, à Paris donc, à l'occasion des Journées du patrimoine du 16 au 18 septembre 2023. Et puis ensuite, l'exposition prendra une forme plus réduite jusqu'au 13 octobre. Tu es le commissaire de cette exposition. Alors Jean-Luc, avant de commencer formellement cet entretien, permets-moi de poser rapidement le contexte historique. Nous sommes en 1937, c'est le début de la guerre entre le Japon et la Chine, le début de la Seconde Guerre mondiale d'un point de vue asiatique, d'un point de vue chinois. Nous sommes en août, septembre, octobre, novembre 1937. La première bataille a lieu dans la région de Shanghai, à Shanghai. Elle dure plus longtemps que prévu, les combats sont très violents. Et dans ce cadre-là, il y a des réfugiés qui cherchent à avoir la protection des concessions, parce qu'en 1937, on est encore dans ce régime des concessions, où en fait, comme des îlots isolés, nous avons une concession française, une concession internationale, et donc les réfugiés des parties chinoises du territoire de Shanghai et de sa région vont s'enfuir et vont essayer de trouver un havre de paix dans ces concessions qui sont bien ridicules en réalité en termes de taille pour tous les accueillir. Et dans ce cadre, on a un personnage extraordinaire qui émerge, qui est le père jésuite Jacquinot, qui va réussir à mettre en place une zone de réfugiés sur le territoire chinois, c'est ça qui est extraordinaire, et qui va être respecté à la fois par les belligérants chinois et les belligérants donc japonais. Alors, Jean-Luc, première question. À l'origine de ta rencontre avec l'histoire de la zone Jacquinot, il y a des figurines produites à Toussé-Wei, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Touchanoine, qui ont été retrouvées dans le grenier d'un descendant de l'amiral Le Bigot. L'amiral Le Bigot était le commandant en 1937 des forces navales françaises en Extrême-Orient. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette rencontre, sur ces figurines? Alors, ces figurines, effectivement, ont été trouvées par Yvan Maco, qui est l'arrière-petit-fils de Jules Le Bigot, dans une maison de vacances. Il y avait un coffre, il ne savait pas trop ce qu'il y avait, puis heureusement qu'il les a déménagés à un moment donné pour les amener à Paris, parce qu'ensuite il y a eu des inondations dans le grenier où étaient ces figurines, etc. Et donc il a trouvé ces figurines qui sont au nombre d'une centaine. Et ils ont fait avec Christian Henriot, qu'il a rencontré par le biais d'Internet, ils ont fait une superbe exposition au musée des Tissus à Lyon. Et cette centaine de figurines a été remise à Jules Le Bigot en juin 1938 pour le remercier d'un certain nombre de choses qu'il avait faites pour les réfugiés, et en particulier pour avoir fait occuper la zone de Zikawe, qui avait été désertée par les troupes chinoises dans la nuit, si mes souvenirs sont bons, du 4 au 5 novembre 1937. Et les Japonais ne s'en sont pas rendus compte tout de suite, puisque Zikawe, c'était un territoire chinois, c'est pas du tout la concession française. Et donc, lorsque le matin, les troupes japonaises sont arrivées, il y avait des fusiliers marins. Et bon, c'est resté comme ça. Et du coup, il y a eu aussi des réfugiés à Zikawe. Et il a reçu cette centaine de figurines qui avaient été sculptées par des orphelins de Toussé-Wei. Alors, il se trouve qu'à cette époque-là, moi, je connaissais déjà Jacquinot, puisque j'avais participé à une exposition, non pas une exposition, une journée d'études,
à l'Alliance française à Shanghai, où je présentais des cartes interactives sur la déportation des enfants juifs en France. Et il y avait une présentation de Jacquinot, il y avait Benoît Vermander, et il y avait le professeur Su Cheliang, qui a fait une biographie en 2017 de Jacques. Et alors, le professeur Su Cheliang, cette rencontre, ça devait être autour de 2015-2016. Hein. J'étais à Shanghai pour enseigner l'histoire urbaine européenne, enfin occidentale en tout cas. Et j'ai entendu pour la première fois parler de Robert Jacquinot. Il y avait aussi Thomas Rollet qui m'en avait parlé, donc j'ai vu Tzu Zholiang, j'ai trouvé tout ça intéressant. Et quand j'ai vu l'exposition sur les figurines, je me suis dit, c'est pas possible que l'amiral Le Bigot et le père Jacquinot ne se soient pas connus. Bon. Et donc, je suis allé aux archives de Vincennes, et j'ai trouvé, entre autres, un entretien oral d'un amiral, mais qui n'était pas amiral au moment des faits qu'il évoque, et qui était enseigne, et qui était, on va dire, le chargé de com. C'est un anachronisme, enfin, le chargé de com de l'amiral Le Bigot, et qui dit, ben voilà, moi je servais d'intermédiaire entre l'amiral Le Bigot et Robert Jacquinot, qui était une figure assez extraordinaire. Il y avait une zone de réfugiés, il avait vu Roosevelt, enfin bon. Il dit pas énormément de choses, mais jusque-là, on n'avait pas fait le lien entre les deux. Et moi, ça me semblait important comme hypothèse, et puis surtout de trouver des preuves. Jules Le Bigot et Jacquinot vont négocier avec les Japonais la création de cette zone, si j'ai bien compris. Jules Le Bigot est au début, mais après, voilà. La négociation, c'est plutôt Jacquinot. Hein. C'est plutôt Jacquinot. Parce que quand même, c'est assez déroutant de penser que Jacquinot ait pu aussi facilement, enfin peut-être, ça c'est le mot est peut-être pas le bon, négocier cette zone avec l'amiral japonais, qui quand même n'était pas quelqu'un de très facile, si je m'abuse. Oui, alors, c'est pour ça que le fait d'avoir amené Le Bigot, c'était pas un hasard. Je l'avais dit à la réunion, enfin, la réunion d'études que nous avions eue en 2017. Lorsque l'amiral japonais a dit à l'amiral Le Bigot, vous allez enlever le Lamotte Piquet de là parce que ça nous gêne. Et Le Bigot a dit, ben non, moi je reste là. Et l'autre a dit, on va faire des essais avec nos canons et on voudrait pas que, etc. Et Le Bigot a dit, moi aussi j'ai des bons canonniers, on va aussi faire des essais. Bon, si vraiment il y en a un qui tombe sur vous, je viendrai moi-même m'excuser. Bon. Il y a une autre version où il dit, de toute façon, même si vous me sabordez, vu le fond, mes canons resteront à flot. Donc, enfin bon, disons qu'il ne cède pas. Et dans les archives de Vincennes, on trouve, c'est le colonel de Watteville, qui est un colonel de l'armée suisse, mais surtout qui est envoyé de la Croix-Rouge, enfin du Comité international de la Croix-Rouge, qui dit Le Bigot, c'est alors un des Occidentaux qui a résisté aux Japonais et qui nous a, alors je ne sais plus, peut-être que je vais me tromper un petit peu, mais qui a redonné la fierté, qui nous a redonné de la fierté. C'est-à-dire il n'a pas cédé. Non, bon, on voit que c'est une histoire qui te passionne et en tout cas tu as mis le doigt dans un engrenage qui te mène très loin. Oui, parle-nous peut-être des sources parce que on est dans le Shanghai des années 30, donc on a une imbrication de différentes langues, enfin que ce soit les Anglais, les Américains dont tu viens de parler, les Français bien évidemment, les Japonais, les sources chinoises aussi, etc. Parle-nous un peu de ce travail d'historien qui doit être assez titanesque. Alors, les sources sont très nombreuses. Bon, d'abord, il y a la presse que j'ai consultée à Shanghai et qui a été sur ProQuest à la bibliothèque de Shanghai. Il faut être à Shanghai
pour la consulter, ce qui m'a posé quelques problèmes. Mais heureusement, c'était avant le confinement. Donc là, au départ, je me demandais si on pouvait faire un livre. Alors, il y avait 2 livres. Hein. Il y avait le livre de Marcia Ristaino et puis celui de Suzhou Liang. Mais si je pouvais faire autre chose, apporter quelque chose d'autre. Donc, j'ai commencé par regarder ce qu'on trouvait à la bibliothèque de Shanghai sur la presse uniquement en anglo-saxon. Enfin, uniquement en anglais, pardon. Et j'ai trouvé, sur la période, plus de 500, je crois 550 références à Jacquinot, ce qui est quand même pas négligeable. Alors, référence, ça veut dire beaucoup, ça peut être soit un très grand article, soit juste une information. Et par exemple, mais c'est en même temps intéressant, on a les mariages célébrés par Jacquinot, ou les enterrements qu'il a célébrés. Bon, voilà. Donc ça, déjà là, j'avais ça. Mais on trouve des choses partout. J'ai trouvé des choses dans la presse australienne extraordinaires. Et j'ai un ami qui est prof de japonais, disons pour le dire vite, qui est un juriste, enfin qui est spécialiste du droit japonais, donc il lit parfaitement le japonais. Il a trouvé, tenez-vous bien, au Brésil, c'est connu dans la presse japonaise au Brésil. Enfin, il y a une information. Hein, parce que ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire, cette zone. Mais vraiment, on trouve énormément de choses. Et c'est vrai que par rapport au livre de Marcia Ristaino, qui est excellent, elle l'a fait en 2008, si mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, la numérisation fait que on peut, un historien qui connaît, qui sait un peu travailler avec le numérique, peut trouver des choses un peu au-delà, quoi. Alors, j'ai trouvé aussi beaucoup de choses aux archives jésuites à Vanves. Il y en a à Rome aussi. Il y a aussi à Rome aux archives de la Congrégation de la foi des choses. C'est important, pas facile à consulter. Je suis allé à Nantes pour voir les archives du consulat. J'ai également consulté les archives de la Croix-Rouge à Genève. Et là, par exemple, je vais prendre cet exemple parce qu'il est intéressant, je crois. J'ai trouvé un numéro du Shanghai International Red Cross News Bulletin. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. Et par exemple, si vous cherchez Marcia Ristaino, elle ne connaît pas, et Suzhou Liang, il n'a pas vu non plus. Et pourtant, c'est très important, ce Shanghai. Alors, c'est un bulletin qui fait entre 6 et 10 pages, papier glacé, qu'on a pas mal utilisé pour l'exposition dont on parlait au début. Et ça, c'est à la Bibliothèque nationale de France. Mais il faut le chercher, hein. On n'y arrive pas simplement. Et par exemple, on a dans l'exposition, il y a une carte faite par le Shanghai International Red Cross Committee des camps dans les 2 concessions et dans la zone Jacquinot, hein, en 1938. Ceux qui sont encore en action, ceux qui ont été fermés, etc. Pour moi, l'espace est très important. Et c'est là qu'elle devait être, la zone, et pas ailleurs. Parce que c'est un territoire chinois, mais enserré sur 3 côtés par la concession française. Et la seule zone de contact avec les Japonais, c'est la rue Fangbang. Hein, où il y a des barbelés, des chevaux de frise, etc. Et d'ailleurs, si je comprends bien le début du livre de Suzhou Liang, il y a quelques Japonais qui l'ont franchi le 12 novembre vers midi. Et Jacquinot arrive et il dit... Alors, on le présente comme quelqu'un de grand qui parle en japonais et qui dit non, vous n'avez pas le droit d'être là. C'est pas pour les soldats ici.
Et il dit votre général Ivan Matsui m'a dit. Et donc il est là, c'est chaud quand même, hein, et les Japonais se retirent de l'autre côté de la rue. Et alors, on n'a pas vraiment la source de ce que dit Suzhou Liang là. Je pense que ce sont des souvenirs, etc. Et on dit, et là, les réfugiés n'ont pas pu s'empêcher d'applaudir. Vous allez peut-être trouver que l'histoire, pour moi, c'est pas que la chronologie, mais des fois, l'événementiel est très important. Et l'événementiel court. Par exemple, il y a une photo dans la brochure qui s'appelle The Story of the Jacquinot Zone, qui dit, on voit des visages assez anxieux. Et je vais le dire en français, la légende de la photo, on dit on est à la veille de la bataille de Nantao, donc on est dans la nuit du 10, hein, et le titre c'est la sûreté de la zone de sûreté doit encore être prouvée. Et sur le visage, on le voit, ça, que la sûreté doit encore être prouvée. C'est-à-dire que, voilà, on y va, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner. Ah, voilà. Et on a fait, sur un des panneaux, on voit cette photo qui est très belle photo. Il y a de très très belles photos dans cette brochure de la zone qui est faite au mois de mai 1938, qui est aussi une brochure entre guillemets de propagande, parce que c'est le moment où Jacquinot part aux États-Unis pour ramener de l'argent. Donc il faut c'est du matériel, je dirais, de propagande pour la bonne cause, hein, mais pour avoir des dons. Voilà. Pour revenir sur le lieu où se déroule ton exposition, donc au Centre Sèvres, parle-nous un petit peu du Centre Sèvres, du soutien qu'il t'apporte. Est-ce qu'il y a des documents qui sont issus de ce fonds qui seront disponibles à l'occasion de cette exposition? Oui, alors le Centre Sèvres, c'est donc les facultés jésuites de Paris, et en même temps, ça a énormément de sens de faire une exposition. Alors, c'est pas une exposition sur Jacquinot, hein, c'est une exposition sur les réfugiés et sur la zone Jacquinot. Hein, c'est pas une biographie. Hein. Ça, ce sera peut-être pour une autre fois. Mais c'est en face du Bon Marché, hein, le Centre Sèvres, au 35 rue de Sèvres. Et il y a à l'intérieur, mais on ne la voit pas de l'extérieur, une église qui s'appelle aujourd'hui l'église Saint-Ignace, mais qui s'appelait à l'époque l'église des étrangers. Et c'est dans cette église qu'au mois de septembre 1946 a lieu à Paris un office lors du décès de Jacquinot. Par ailleurs, de l'autre côté du Bon Marché, il y a le square des missions étrangères. Et alors, on pense souvent que les jésuites sont des missionnaires, ce qu'ils sont, mais c'est pas les missions étrangères. Hein. Quoi qu'il en soit, quand on construit en 1939 ce petit espace vert qu'on va appeler le square des missions étrangères, c'est en l'honneur de Jacquinot et de ce qu'il a fait à Shanghai. C'est dit explicitement dans le bulletin municipal et lors des discours de l'inauguration du square. Donc ça, bon, voilà, donc ça a du sens de le faire là. Et puis il y a des documents qui sont importants. Il y a d'une part la version anglaise de l'histoire de la zone Jacquinot, qui est publiée en mai 38, qui est un grand format et avec des très belles photos, qui est en anglais, et qui est traduit en français en décembre 1939. En décembre 1939, dans la revue nationale chinoise, et qui va traduire et donner aussi quelques petites nuances sur un certain nombre de choses.
En particulier, on sait que les premières phrases, c'est pas dit dans la version anglaise, les premières phrases de la brochure sont rédigées directement par Jacquinot. C'est une réflexion sur la guerre, pour le dire vite. Voilà. Donc, par exemple, il y a et la version anglaise et la version française de la brochure au Centre Sèvres, et une partie des livres, il y a des livres anciens qui n'ont rien à voir avec, qui ont beaucoup à voir avec les jésuites, mais au XVIIe siècle, etc. Ils sont autour de la sacristie de l'église dont je vous parlais. Pour conclure cet entretien, Jean-Luc Pinol, il me reste à rappeler que votre exposition Shanghai 1937, la zone Jacquinot, première zone de réfugiés d'histoire, aura lieu au Centre Sèvres à Paris, pour commencer dans le cadre d'ailleurs des Journées du patrimoine du 16 au 18 septembre. Alors, vous nous l'avez confié tout à l'heure en off, une très belle surprise va attendre vos visiteurs, puisque quelques figurines qui ont été réalisées à l'orphelinat de Shuchawan à Shanghai seront présentées dans le cadre de votre exposition. Alors, c'est quelque chose d'assez rare. Ces figurines, Jean-Luc, sont au nombre d'une centaine. Elles ont été très rarement exposées, puisqu'elles n'ont été exposées qu'une seule fois en 2014 au Musée des Arts Décoratifs de Lyon. Depuis, elles ont rejoint la malle dans laquelle elles avaient été rangées, la malle de Jules Le Bigot. Quoi de plus légitime d'espérer que cette exposition avec ces figurines puisse un jour retrouver la ville de Shanghai. Bien entendu, Jean-Luc, la Société d'Histoire se tiendra à vos côtés et vous soutiendra dans la réalisation et la mise en œuvre de ce projet. Merci. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà, merci beaucoup.